Nous allons dans ce cours aborder une scène centrale qui est celle de la rencontre entre les deux personnages principaux, le duc de Nemours et la princesse de Clèves. Dans le premier chapitre, nous avions vu la notion de topos littéraire, c'est-à-dire ces scènes qui servent de modèle à d'autres écrivains qui sont tellement frappés par la justesse et la beauté de ces scènes qu'ils les reprennent et les réécrivent avec toutes les variations possibles. Cette rencontre est évidemment un topos littéraire très célèbre. Alors cette rencontre, elle est préparée par la romancière d'une manière extrêmement bien réglée. Tout d'abord par la construction chronologique de l'ensemble. Au début du roman, la romancière nous explique pourquoi Monsieur de Nemours part. Il part à Bruxelles pour préparer un éventuel mariage avec Élisabeth Ier, la reine d'Angleterre. Donc c'est pas du tout le hasard, puisque en fait, elle avait besoin que Nemours ne soit pas présent pour le moment clé qui est l'arrivée de Mademoiselle de Chartres à la cour. Comme Nemours n'est pas là, tout le mariage se fait sans que Nemours soit présent. Et c'est important puisqu'il faut absolument que Mademoiselle de Chartres soit devenue princesse de Clèves, c'est-à-dire qu'elle soit mariée lorsque lui-même va arriver. Et lorsqu'il arrive, regardez un petit peu cette précision temporelle, la veille des fiançailles, donc il arrive à un moment important dans la cour et ça crée une sorte d'attente de la part de toutes les personnes de la cour qui veulent absolument le voir, qui veulent absolument revoir cette star en quelque sorte de la cour, puisque c'est le roi de la galanterie, rappelez-vous dans le portrait comment il est présenté. Et donc cette impatience qui est créée, eh bien c'est exactement les sentiments que la princesse de Clèves va avoir vis-à-vis du duc de Nemours avant même de le rencontrer. Elle est impatiente de voir s'il colle bien à la réalité qu'on lui a décrite. Et puis, elle est impatiente parce que finalement, c'est quelqu'un qui est présenté comme étant le plus beau de la cour, comme étant vraiment extraordinaire. Or, rappelez-vous, dans le portrait de Mademoiselle de Chartres, elle-même, elle est présentée comme quelqu'un d'extraordinaire. Donc vous voyez bien, avant même qu'ils se rencontrent, il y a cette impatience parce qu'ils sont tous les deux au même niveau. Et rappelez-vous encore une fois, l'impatience, c'était ce que M. de Clèves reprochait à sa femme. Il lui reprochait le fait qu'elle manquait d'impatience vis-à-vis de lui-même, qu'elle n'était jamais sous tension quand elle le voyait. Donc on voit bien qu'il y a une préparation de la scène par la construction chronologique. Alors cette rencontre, elle est également préparée en amont par le soin qu'ils mettent tous les deux à se parer. Ce verbe se parer est un verbe qu'on utilise le plus beaucoup en ce sens, mais qui dit bien le soin tout particulier qu'on va mettre à ses vêtements, sa coiffure, etc., pour paraître avec plus d'éclat lors d'un événement particulier. On se pare par exemple pour un mariage ou pour plus prosaïquement, je ne sais pas, aller en boîte par exemple. Donc il s'agit pour eux de se parer parce qu'ils ont peut-être, c'est ce que nous sous-entend Madame de Lafayette, ils pourraient se reconnaître, et c'est bien ce qui va se passer, ils vont se reconnaître sans se connaître. Pourquoi ? Tout simplement parce que tous les deux sont magnifiques, ils suscitent tous les deux les mêmes sentiments, la surprise, l'admiration, et on a d'ailleurs la première mention de ce « on » collectif, ce pronom indéfini « on », qui va désigner la cour dans l'extrait. Et donc, ils sont vraiment au centre de tous les regards. Et surprise et admiration, ce sont deux sentiments qu'on connaît déjà, puisque c'est exactement les sentiments qu'éprouve le vidame de Chartres et surtout, évidemment, Monsieur de Clèves lors de la rencontre avec sa future femme chez le bijoutier. Alors, on n'a pas de description exacte de la parure de Madame de Clèves en particulier. Les descriptions sont ici assez vagues. On n'est pas chez Balzac qui nous décrirait vraiment chaque partie du costume. En fait, Madame de Lafayette n'a pas d'intérêt pour le réel. Ce n'est pas ça qui est intéressant, c'est pas le réel en lui-même. Ce qui est intéressant, c'est le résultat. Et le résultat ici, c'est l'éclat de la parure de Madame de Clèves, l'éclat qui se dégage de Monsieur de Nemours. Rappelez-vous, c'est ce mot qu'on a déjà rencontré, qui est le mot qui intervient dès la première phrase, c'est la magnificence. Ici, on est au cœur de la magnificence, et c'est parce qu'ils sont le sublime par excellence tous les deux qu'ils vont se reconnaître sans se connaître.
La préparation se fait enfin par une mise en scène très minutieuse. Comme souvent pour ces scènes clés dans le roman, on a des indications extrêmement précises sur les emplacements des personnages, sur leurs gestes et la manière dont ils vont se déplacer et se positionner les uns par rapport aux autres. C'est pourquoi on parle de théâtralisation, puisqu'ici c'est comme si la romancière était devenue metteur en scène et réglait les déplacements de ses comédiens. Ici, c'est également une histoire de chronologie. Nemours arrive en retard. C'est important puisque ça nous permet de le voir arriver comme une sorte de héros qui traverserait des obstacles pour arriver au point central. Ici, ce sont des chaises, quelques sièges, mais en tout cas, ce qui est important, c'est plus le fait qu'il arrive alors qu'elle est en train de danser, et qu'elle ne le voit pas arriver. Elle l'entend arriver, ce qui est donc très différent, et c'est important puisque ça va nous permettre de voir qu'ils se voient d'une manière extrêmement surprenante pour tous les deux, puisqu'ils se voient d'une manière instantanée. Alors bien sûr, ce qui est frappant dans cette rencontre, c'est la reconnaissance mutuelle qui a été préparée, on vient de le voir, en amont. Cette préparation fait qu'ils se voient tous les deux d'une manière brutale et assez subite, puisque elle se tourne, lui lève les yeux après avoir enjambé les sièges, et donc du coup c'est quasiment une rencontre qui se fait avec un regard simultané. Le dialogue qui a lieu juste après permet de se souvenir, pour nous qui avons étudié les différents sens du mot galanterie, ça nous permet donc de voir dans le dialogue qui suit comment le mot galanterie va être exploité par la romancière. En effet, Nemours avoue, sans le dire directement avec des périphrases, qu'il l'a reconnue. Il sait qu'elle est Madame de Clèves. Et en faisant cela, il avoue son admiration tout en gardant la maîtrise de soi. Alors on voit bien la différence, par exemple, avec Monsieur de Clèves. Lui, Monsieur de Clèves, lorsqu'il l'a vu chez le bijoutier, il a tout de suite donné des marques de son admiration. Et ensuite, il est allé dans le monde à différentes réunions et il a dit à tout le monde « J'ai rencontré une femme extraordinaire, je ne sais pas son nom, la connaissez-vous, etc. » Donc ça, c'est Monsieur de Clèves. Et on voit bien que Monsieur de Clèves n'est pas le duc de Nemours. Nemours, il est bien le champion de la galanterie, puisque lui, tout de suite, alors même qu'il a lui aussi donné des marques de son admiration, eh bien, il se met à danser et ensuite, lorsqu'il doit parler avec le roi et les reines, eh bien, il dit les choses d'une manière indirecte. Madame de Clèves, elle garde secret cette admiration qu'elle éprouve. Elle garde son secret, elle refuse de l'avouer, et on voit bien pourquoi elle refuse de l'avouer, parce que ce serait comme une invitation à la séduction, ça serait comme un aveu que Nemours lui plaît, et donc ça serait vraiment trop direct. Donc on voit bien l'illustration là concrètement de la galanterie pour les hommes, pour les femmes, et on voit bien ici comme immédiatement leurs sentiments sont également parallèles. Ils se rencontrent, ils sont faits l'un pour l'autre, ils sont complémentaires et ils se disent tout de suite, d'une manière indirecte, qu'ils se plaisent. Cette rencontre est placée, comme pour la rencontre chez le bijoutier, sous le signe du destin. En effet, on a vu que le prince de Clèves utilise le mot aventure pour qualifier cette rencontre. Ici, le mot est repris, et c'est intéressant puisqu'il est repris par le chevalier de Guise qui assiste à toute la scène. Lui est clairvoyant sur ce qui vient de se passer. Il a tout de suite compris que les deux personnages vont s'aimer. Évidemment, on sait que c'est son amour qui lui permet d'être clairvoyant. Et évidemment, il y a derrière cela de la jalousie. Ce sera la même chose avec la reine Dauphine qui les interroge un petit peu après. Il y a d'autres mots qui renvoient à l'idée de destin et qui montrent que cette rencontre se révèle comme une prédestination à s'aimer pour les deux personnages. C'est comme s'il n'y avait pas de hasard dans cette rencontre, comme si cela devait arriver. Et ici, c'est le roi qui personnifie en quelque sorte le destin, puisqu'il les oblige à danser ensemble. Et on ne sait pas pourquoi il les oblige. On ne sait pas quelles sont ses motivations, cela n'est pas dit. On sait bien pour la reine Dauphine que c'est la jalousie qui la pousse à les interroger, mais pour le roi, on ne sait pas.
Et c'est intéressant puisqu'au final, c'est comme si, comme dans la vie réelle, lorsqu'on parle de destin, on ne sait pas pourquoi les choses arrivent, on ne sait pas expliquer les motivations du destin. Et bien là, c'est la même chose. On ne sait pas pourquoi le roi les pousse à danser ensemble, mais ce qu'on sait en tout cas, c'est que le résultat, c'est qu'ils vont s'aimer. L'évocation du destin dans cette scène nous permet de comprendre pourquoi on utilise évidemment pour cette rencontre l'expression de coup de foudre. Alors cette expression de coup de foudre, elle est intéressante puisqu'elle est empruntée au vocabulaire précieux. Au départ, il s'agit de l'attribut de Zeus, la foudre, qui va frapper les chefs guerriers pour leur donner de l'audace, du courage et pour donc en quelque sorte faire en sorte qu'ils osent accomplir des actions extraordinaires. Dans le domaine amoureux, les précieuses vont justement utiliser ce terme de coup de foudre pour montrer l'aspect immédiat, subi, et surtout, et c'est le développement du champ lexical du feu, renvoyer à l'idée d'étincelle qui provoque immédiatement un embrasement, c'est-à-dire que immédiatement on est consumé par la passion amoureuse et le feu de la passion nous dévore. Et c'est exactement ce qui se passe pendant cette scène. Donc oui, on peut parler de coup de foudre ici, et on voit bien à quel point ce coup de foudre, il est aussi lié au destin, puisque cela nous vient du ciel. C'est Zeus qui nous envoie la foudre, et ici, c'est quelque chose qui est important, puisqu'il s'agit bien de passion et pas d'amour. Ce n'est pas simplement la flèche de Cupidon, c'est vraiment la foudre qui va s'abattre sur les deux protagonistes. Donc cette scène qui est une scène absolument clé dans le roman et qui est l'une des plus célèbres de la littérature française, nous, on peut vraiment bien comprendre à quel point c'est une sorte de réécriture de la rencontre chez le bijoutier, puisque tout ce que n'a pas réussi à faire naître le prince de Clèves lorsqu'il se présente aux yeux de sa future femme, et bien là, Nemours, sans même le vouloir, il fait naître tout ce qui n'a pas pu éclore chez Madame de Clèves jusqu'à présent, à savoir la passion. Tout l'aspect de pression sociale, on va le voir dans la suite du cours, avec notamment l'étude de l'extrait du vice-consul de Duras.